direct sur Didi Cool TV, là où les choses se passent. Aujourd'hui, je suis avec un invité de marque. C'est un avocat. Et c'est pas un avocat commis d'office, hein. Je vous le dis direct. Mon gars, Nabil, on est là. Alors, comment va Nabil? Issa, ça va très bien, Issa. Merci pour l'invitation. Je suis content de te voir parce qu'on s'est entendu et je suis content de mettre un visage sur la voix qui a pu me parler à plusieurs reprises. D'accord. Bah là, tu vois, là, tu es sur Didi Cool TV. Tu vas nous, tu vas commencer par te présenter et à dire, tu sais, comment ton parcours, comment t'es arrivé jusqu'à être avocat. Et une petite question, est-ce que tu voulais déjà être avocat étant tout petit? Alors non, pas du tout. J'ai envie de te dire, moi j'étais très dissipé, j'étais très mauvais élève. Alors moi mon parcours, écoute, moi je j'ai pas grandi dans un quartier, j'ai grandi dans une campagne, enfant d'immigrés, famille modeste. On était beaucoup d'enfants et moi je faisais partie dans la fratrie de celui qui était le plus perturbateur. D'accord. Et ensuite, si tu veux, je suis arrivé à la fac par dépit parce que les choix que j'avais fait après mon bac technologique, parce que j'ai fait un bac STG, c'est un bac technologique, c'est pas un bac général. Et bien par dépit, je suis arrivé à la fac et à la fac justement, j'ai aimé la présentation qui m'a été faite et ensuite j'ai aimé les cours et j'ai travaillé. Je me suis spécialisé durant mes études en droit pénal. Et aujourd'hui, j'exerce également en droit pénal. D'accord, d'accord. Et est-ce que tu peux nous donner la différence entre un juriste et un avocat? Alors, le juriste, il fait du droit aussi, mais si tu veux, il n'a pas de pouvoir de représentation. Nous, on prête serment et on a le titre d'avocat et on a le droit de représenter une personne, alors que le juriste, lui, va simplement l'assister. Et les études pour devenir avocat sont plus longues, il y a un concours, et juriste, si tu veux, ça n'est pas un statut particulier, il suffit d'avoir une maîtrise pour pouvoir se dire juriste. Mais ça ne correspond pas à un métier particulier. D'accord, d'accord, d'accord. Et il y a des termes que, tu sais, on entend souvent, tu vois, Ouais. dans la rue ou tout ça, ou même à la télé. On vous appelle les baveux. Pourquoi les baveux? Pourquoi dire, ouais, je veux voir mon baveux. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Ben écoute, ça m'a intrigué. Ça se dit de l'avocat beaucoup plus en Île-de-France qu'ailleurs. Moi, j'ai exercé un peu en province. Le baveux, c'est parce que il parle. Son métier, c'est parler. Et donc, du coup, il produit nécessairement de la bave. Je pense que ça vient de ça. D'accord, d'accord, d'accord. Et je voulais savoir, toi, tu es spécialisé dans quoi en tant qu'avocat? Parce que je sais qu'il y a des avocats qui sont spécialisés dans certains domaines et Ouais. d'autres dans d'autres domaines, quoi. Moi, c'est droit pénal. Moi, j'interviens en droit pénal, c'est-à-dire à partir du moment où tu es suspecté ou poursuivi pour avoir commis soit une contravention, mais ça, je n'interviens pas, soit un délit, soit un crime. D'accord. Donc, tout ce qui concerne, si tu veux, quand il y a un enjeu d'emprisonnement, à ce moment-là, on considère que c'est du droit pénal, c'est une infraction pénale, et à partir de ce moment-là, moi, j'interviens dans ce domaine-là. D'accord. Et est-ce qu'il y a comment ça s'appelle, des avocats, en fait, qui crèvent la dalle? C'est-à-dire que des avocats où ils font pas d'argent, tu vois, c'est dur la vie, c'est des avocats smicards, tu vois, c'est comme ça. Parce que j'entends que c'est pas tous les avocats qui s'en mettent plein les fouilles. Eh bien, en fait, si tu veux, le métier d'avocat, il n'y a pas de catégorie d'avocat. C'est-à-dire que l'avocat qui commence à prêter serment, admettons qu'on prête serment demain,
il peut plaider s'il était encore avocat avec Dupond-Moretti sur un même dossier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de catégorie d'avocats et on est tous mélangés et on a tous le même titre et la même valeur. Et donc, du coup, il y a des disparités de revenus qui sont gigantesques. Il n'y a pas de règles. Il y a des spécialisations qui sont beaucoup plus rémunératrices, comme le droit des affaires, le droit fiscal, ce genre de choses-là. Et ensuite, il y a effectivement des avocats qui ne gagnent pas bien leur vie, surtout avec le Covid, surtout avec les réformes successives, avec le nombre d'avocats qui grandit. Eh bien, tu peux avoir un avocat qui touche le SMIC et à côté, dans un même dossier, sur une même affaire, eh bien, un avocat qui va gagner 30, 40, 50 000 euros et parfois même plus. D'accord. Et je vais te poser une autre question par rapport. Est-ce que un avocat commis d'office est forcément moins cher qu'un autre avocat, tu vois? Mais déjà, l'avocat commis d'office, tu ne le payes pas. C'est l'État qui le paye. Et l'avocat commis d'office, c'est même pas un statut. Si tu veux être commis d'office, c'est-à-dire que tu vas être de permanence, par exemple, un jour dans le mois, où tu vas te mettre à la disposition des justiciables qui n'ont pas les moyens, et tu vas le faire pour eux gratuitement, mais toi, tu vas toucher une petite rétribution de l'État. Donc voilà l'avocat commis d'office, dans quelles conditions il intervient. Mais par exemple, un Dupond-Moretti, il peut prendre, s'il était encore avocat, il pourrait prendre un dossier à l'aide juridictionnelle et avec un client qui ne paie pas un centime. D'accord. Et une question, c'est sur est-ce que tu penses que la justice, elle est équitable? Parce que je vais juste te donner un exemple. Par exemple, si nous-mêmes, on n'a pas d'argent, on va prendre un avocat, aller entre guillemets, de bas de gamme. Et si on a de l'argent, on peut se payer un Dupond-Moretti, tu vois, l'Acquitator ou je ne sais pas qui, ou tu vois ce que je veux dire. Donc, forcément, si tu n'as pas d'argent, tu es lésé, non? Tu partages mon avis? Je le partage dans une certaine mesure. Alors, je partage ton avis sur le fait que si tu as les moyens, eh bien, ton avocat va pouvoir faire des actes, par exemple dans le cadre d'une instruction ou autre, va pouvoir faire des diligences, des actes que tu ne feras pas nécessairement si tu as un avocat qui est désigné par le bâtonnier et donc commis d'office, parce que lui, si tu veux, il n'aura pas les moyens de traiter ton dossier avec le plus grand des sérieux et avec toutes les diligences. Alors que si tu le payes bien, eh bien, ton dossier sera prioritaire. Donc oui, on peut dire qu'il y a une certaine forme d'inéquité en fonction de la défense qu'on a. Ça, c'est indéniable. Et même, j'ai envie de te dire, même les personnes que tu payes, même les avocats que tu payes, entre un bon avocat et un mauvais avocat, tu vas avoir une personne qui est mieux défendue qu'un autre. Donc oui, après, la justice, elle est inéquitable, surtout par rapport aux moyens qu'elle a, par rapport aux juges qui rendent des décisions et par rapport à la personnalité du prévenu. Donc, ouais, je partage dans une certaine mesure ton analyse. Ouais. D'accord. Et est-ce que toi, en tant que Maghrébin, Ouais. tu as eu de la discrimination au barreau, tu vois, que voilà, parce que des fois, il y a de la complaisance entre juge et avocat, non? J'ai envie de te dire que je ne l'ai pas observé, cette complaisance. Moi, je fais face à des juges tous les jours et je plaide tous les jours devant les tribunaux correctionnels. Il n'y a pas forcément de connivence. Il y a des magistrats qui sont magnifiques, il y a des magistrats qui sont très justes, très humains, et tu en as d'autres qui le sont beaucoup moins. Si on a des mauvais juges, ça n'est pas parce qu'ils sont complaisants avec les avocats, c'est simplement qu'ils sont intrinsèquement de mauvais juges. Il y en a qui en ont marre d'exercer, il y en a qui sont lassés de voir toujours les mêmes dossiers, il y en a qui ont des personnalités, qui ont des opinions politiques. Donc il y en a qui vont être de droite, voire d'extrême droite, et qui vont rendre des décisions, parfois, ou qui ont des réflexions dans le cadre d'audience qui sont juste scandaleuses. Mais de manière générale, moi, je fais face à des juges qui sont intègres. Donc après, pour répondre à ta deuxième question sur le fait d'avoir subi du racisme
ou de la discrimination en tant qu'avocat. Non, je n'ai jamais subi une telle discrimination. À partir du moment où je mets ma robe, il m'est déjà arrivé, mais bon, après j'ai envie de te dire que c'est aussi les personnes qui sont victimes des a priori. Il m'est déjà arrivé lorsque je n'ai pas ma robe qu'on me confonde avec une personne qui est convoquée à une audience ou qu'un huissier se rapproche de moi, il me dit « Monsieur, vous êtes convoqué, quel est votre nom ?» Ça m'est déjà arrivé. Mais à partir du moment où je mets ma robe, j'ai jamais subi de discrimination de la part des magistrats ou été traité d'une manière différente d'un autre avocat. Non, ça jamais. Et fort heureusement. Bah, je vais rebondir sur ce que tu as dit quand tu mets ta robe. Est-ce que quand tu mets ta robe, ton éthique, tu la mets de côté? Parce que tu vas défendre des criminels. C'est-à-dire, ça peut être des violeurs, ça peut être des pédophiles ou des assassins d'enfants. Est-ce que quand tu vas les défendre, comment tu fais? Parce que moi, personnellement, j'aurais pas pu défendre ce genre de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment toi, tu fais en tant que être humain, en tant que ta conscience d'être humain, ta conscience religieuse, tes convictions, comment tu fais pour défendre des gens, des émergumènes comme ça, des gens qui rendent fou, quoi? Mes principes, j'ai envie de te dire que c'est mes principes qui me poussent à bien défendre ces gens-là. Si tu veux, quand tu es avocat, tu ne vas pas défendre l'acte qu'il fait, tu ne défends pas une cause, tu ne défends pas un acte. Je ne vais pas légitimer, lorsque je défends un violeur, le viol. Je ne vais pas légitimer le trafic de stupéfiants et la légalisation du stupéfiant quand je défends une personne qui est poursuivie pour du trafic de stupéfiants. Moi, la personne que je défends, c'est avant tout un être humain. Et en chacun de nous, il y a du bon comme il y a du mauvais. Et je m'attache et je m'attarde à chaque fois que je défends un client qui a commis des choses plus ou moins graves, plus ou moins atroces, eh bien, je m'attache à ce qui est positif chez lui. La deuxième des choses qui fait que je n'ai absolument aucune difficulté, malgré les principes que j'ai, et je ne doute pas que tous mes confrères aient des principes aussi, eh bien, si tu veux, lorsque je défends une personne et qu'elle est incarcérée, elle est tellement seule, elle est tellement faible, elle est tellement vulnérable que j'en oublie presque pourquoi elle est poursuivie. Si tu veux, quand une personne elle est incarcérée ou poursuivie ou mise en examen pour des faits soit criminels, soit délictuels qui justifient son incarcération, eh bien, il y a tout le monde contre lui. Il y a l'institution judiciaire qui est la plus puissante des institutions et celle qui peut te contraindre. Il y a la police qui est contre lui. Il y a le procureur. Il y a le juge d'instruction. Et cette personne-là, quand moi je la vois pas, si tu veux, au moment où il passe à l'acte. Je la vois pas avant qu'il soit poursuivi par la justice. Je le vois après. Et quand je vois une personne, systématiquement, tout ce que j'ai, le sentiment profond que j'ai, et je te le dis tout à fait sincèrement, eh bien, je ressens de la peine et de la solidarité avec cet être humain, avant même de voir ce qu'il a fait. Et ensuite, quand je le défends, je n'ai jamais justifié un acte qui n'est pas justifiable ou un acte qui est atroce. Moi, tout ce que je justifie, tout ce que je défends, si tu veux, c'est la personne qui m'a confié l'honneur de le défendre. D'accord, mais quand tu vois les victimes, par exemple, tu vois la victime est-ce que tu vois la victime qui est en face, du prévenu? Quand tu vois la douleur, la détresse de la victime, comment tu peux avoir de la compassion, de la solidarité avec la personne que tu défends? Mais je ne vais pas avoir de la solidarité sur l'acte qu'il a commis. Je vais avoir de la solidarité dans le fait d'être contraint par la justice et le fait d'être privé de sa liberté. Je t'avoue que parfois, à certaines audiences, il y a des victimes qui me touchent. Et j'essaye quasi systématiquement, quand je prends la parole, soit de leur témoigner, parce que ce n'est pas incompatible, toute la compassion que j'ai pour leur douleur. Et je le fais même si je défends la personne qui est l'auteur de ces douleurs-là. Mais ça ne m'empêche pas de témoigner quand je le peux, eh bien, la compassion que j'ai à l'égard de la victime. Et j'essaye, lorsque je ne fais pas
cet acte-là et lorsque je ne témoigne pas de ma compassion, eh bien, j'essaye, dans ma prise de parole, dans ma plaidoirie, d'essayer de ne pas la heurter. D'accord, d'accord. Et quand tu as un client à Mhm. toi, Ouais. tu sais clairement et systématiquement qu'il est en train de te mentir, qu'il te Ouais. raconte des salades. Ça Comment tu arrive, peux ça te arrive. défendre en fait? Comment tu peux le truc or qu'il est en train de te raconter des salades en fait? Eh bien, moi, je suis avocat et ma parole, elle est libre. Donc, lorsque je plaide, je défends la personne, mais je ne peux pas aller à l'encontre soit de ma raison, soit d'un positionnement qui est intenable. Donc, je fais comprendre lorsque je prends la parole que je défends un homme. J'essaye d'expliquer au tribunal la raison de son positionnement. Par exemple, lorsqu'il nie des faits d'une telle évidence, eh bien souvent malheureusement, et c'est vrai en plus, c'est parce que les prévenus, ils ne me font pas confiance d'abord à moi, parce que parfois j'interviens, ce ne sont pas des clients habituels et donc du coup ils ne me connaissent pas et avant que j'ai pris la parole, avant que je puisse les défendre, ils ne me font pas nécessairement confiance et ils ne font confiance qu'à eux et surtout ils ne font pas confiance à la justice. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles mentent, c'est avant tout un système de défense instinctif qui fait que quoi que je dise, même si je dis que j'ai un peu participé et que j'essaye d'expliquer pourquoi je me suis retrouvé là-dedans, je sais que la justice, elle ne va pas me croire. Donc, quitte à ce qu'elle ne me croie pas, eh bien, je ne vais rien lui donner et je vais mentir. Et très souvent, eh bien, c'est le cheminement psychologique de la personne qui nie l'évidence. Et ça, j'essaye de l'expliquer lorsque je prends la parole. D'accord. Est-ce que quand tu interviens, c'est un peu comme dans les films, ouais, je veux mon avocat. Et après, tu arrives fait, bon, arrête de parler, c'est moi, ne dis plus rien, c'est moi qui va parler. Comme dans les films, je sais pas. En tout cas, j'essaie, sauf quand c'est nécessaire. Si tu veux, quand il y a une audience, il y a l'instruction du dossier et il y a le président ou le juge rapporteur qui va instruire le dossier, qui va poser des questions. Donc, j'essaye de le préparer à l'audience pour qu'il puisse répondre aux questions de manière convenable et de manière cohérente. Et ensuite, lorsque moi je prends la parole, quasi systématiquement, eh bien, je demande à mon client de ne rien rajouter après moi parce qu'en procédure pénale et dans un procès, c'est le prévenu ou l'accusé qui a toujours la parole en dernier. Donc moi, je lui dis, je t'explique sur les faits et ensuite, une fois que moi j'ai plaidé, toi, tu ne rajoutes rien. D'accord. Et est-ce que tu as déjà un client, là, entre toi et moi, là, on est entre Ouais. toi et moi, un client qui t'a marqué, tu vois, avec son éloquence. Toi, genre, Zarma, les gangsters à l'ancienne, tu vois, les gars qui sont là et sont des Spadjari, des Mesrine, tu vois, des gens comme ça, tu vois. Non pas que je les adule ou que Ouais. je les aime bien, mais tu sais, c'est l'image qu'ils ont donnée d'eux comme des gangsters élégants ou bah, Mesrine était un peu moins élégant, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ouais. Alors, j'ai des clients, quelques-uns, surtout un trafic de stupes. Euh, j'ai quelques clients qui sont très intelligents et qui m'impressionnent par leur intelligence et leur capacité à répondre et à ne pas être pris au piège des questions des magistrats. Ça, j'ai été très impressionné par certains de mes clients. Maintenant, un client qui me marque particulièrement par son éloquence, j'en ai pas en tête parce que si tu veux, lorsque le client lui prend la parole, c'est pas comme un avocat, il fait pas une plaidoirie. Lui, il répond strictement aux questions. Donc, il y en a qui s'expriment excessivement bien et tant mieux pour eux. Mais l'éloquence, il n'y a pas de place dans le procès pénal et dans la procédure pénale lorsqu'il est interrogé par le juge d'instruction, par exemple, pour l'éloquence d'un prévenu. D'accord. Et par rapport à ça, comment dire, il y a déjà comment ça s'appelle, des prévenus qui ont dit, ouais, c'est bon, je parle plus l'avocat, maintenant, moi, j'ai pas besoin d'avocat, je me défends tout seul. Il y en a toujours. Hein. Il y en a qui sont très sûrs d'eux et qui pensent mieux savoir que toi ce que le juge a besoin d'entendre ou les réponses qui sont les plus adaptées aux questions des juges. Euh,
J'en ai eu quelques-uns et j'en aurai très certainement tout au long de ma carrière. Simplement, après, lorsque je prends la parole, moi, lorsque je plaide, eh bien, très souvent, il est rassuré et à la fin, il n'ajoute pas grand-chose, si ce n'est rien. Donc oui, il y a des clients qui pensent tout savoir et même mieux que le juge parfois. D'accord. Et la moyenne d'âge de tes clients, est-ce que, comme tu m'as parlé de trafic de stupes, Très bah, intéressant la comme moyenne d'âge, question, est-ce ouais. que c'est des jeunes de cité ou c'est des gens qu'on ne suspecterait même pas qui sont ast- instigateurs de ce réseau, de ce business? Alors, si tu veux, les profils sont différents selon les infractions. Tu as, pour le trafic de stupéfiants et toutes les infractions qui sont relatives à la législation sur les stupéfiants, des profils assez jeunes. Ça part très tôt euh, et ça va jusqu'à 30 ans, de 20 à 30 à peu près, majoritairement ou quasi exclusivement des jeunes de quartier, maghrébins ou d'origine d'Afrique subsaharienne ou noire. C'est plutôt ce profil-là dans le cadre des trafics de stupéfiants. Mais j'ai envie de te dire, j'exerce en Île-de-France, principalement à Bobigny, donc la population est aussi des personnes de quartiers populaires. Donc c'est tout à fait normal que ce soit ces profils-là. Si tu vas en province, eh bien, il y aura d'autres profils, toujours avec les mêmes catégories d'âge, mais d'autres origines aussi. Mais en Mais Île-de-France, c'est assez marqué. excuse-moi, est-ce Ouais. que c'est, quand tu m'as dit, ouais, les jeunes de cité, tout ça, est-ce que t'as pas mal de gros bonnets ou c'est genre des jeunes de cité, c'est un paquet de pépitos, tu vois ce que je veux dire? Moi, je te parle Il y a des de tout, il y a vrais, de tout. des Il tauliers, y a de quoi. tout. Alors, j'ai de tout. J'ai des tauliers, comme tu dis, et des grosses têtes dans le cadre de dossiers d'instruction, avec des dossiers qui sont souvent gérés par la GIRS. C'est une juridiction qui est spécialisée, qui est régionale. Et c'est pour des gros trafics de stupes, de l'importation internationale, trafic de stupéfiants, gros trafic avec des grandes quantités qui dépassent la tonne. Donc, j'ai ce genre de clients-là qui, eux, sont très réfléchis, souvent intelligents, parce que c'est une structure qui est très organisée. C'est vraiment des chefs d'entreprise et ils maîtrisent bien leur domaine. Malheureusement, c'est illégal et ensuite, lorsqu'ils se font coffrer, eh bien, ils ont à rendre des comptes. Mais j'ai ce profil-là et à côté, dans le cadre de procédures simplifiées dites de comparution immédiate, il y a des petits trafics qui sont, c'est du, comment dire, c'est du bricolage, c'est de l'artisanat, quoi. C'est le gars, il prend une barrette de 100 euros, et bien il a envie d'essayer de gagner plus, donc il va essayer de revendre. Ouais, il y a de tous les profils. D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que toi, tes tarifs à toi, selon le client, ils varient? C'est-à-dire que si tu as le chef d'entreprise, le taulier, tu prends un bon billet. Et si tu as un vendeur de pépito, tu baisses le prix, tu vois? Issa, tu sais bien que le sujet de l'argent est tabou en France. Non, D'accord, mais d'accord, d'accord. je plaisante. J'ai envie de te dire, ouais, j'adapte. Évidemment que tu adaptes. Tu vas adapter d'abord par rapport à toi, à tes compétences. Donc, lorsque tu estimes que tu as des compétences, tu as un tarif qui est assez élevé. Ensuite, tu t'adaptes surtout au-delà de la personnalité et avant la personnalité, tu t'adaptes à la complexité du dossier et au travail que tu vas devoir fournir. Donc, si c'est une instruction à la GIRS avec une procédure qui va durer des années, avec de grandes quantités, avec beaucoup d'actes que tu dois avoir faire, beaucoup d'audience, eh bien, évidemment que tu vas facturer beaucoup plus que le petit vendeur de pépito, comme tu dis, qui est en comparution immédiate et que c'est sa mère qui va payer les honoraires ou son grand frère. Évidemment que tu vas adapter et que tu vas pas prendre autant à lui par rapport au gros bonnet, quoi. Tu choisis tes clients, en fait. C'est-à-dire que moi, si je viens de voir, par exemple, tu peux me refuser. J'ai envie de te dire, j'ai déjà refusé des dossiers. Tout ce qui touche aux mœurs, j'en ai fait un peu et plus j'avance et moins j'en prends.
tout ce qui est relatif au fait d'inceste, par exemple. Mais sinon, la plupart des dossiers que j'ai eu à refuser, ça n'était pas par rapport au dossier, c'était par rapport à la personnalité du client. Il y a des clients qui, malheureusement, comme toi tu en vois, c'est des personnes que tu côtoies dans la rue aussi ou ailleurs. Il y a des personnes qui sont instables psychologiquement, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Et donc, lorsque dans une relation avocat-client, il n'y a pas la confiance qui s'installe et que la communication est difficile et que la personnalité du client me déplaît, oui, il m'est arrivé de refuser des clients ou, lorsque je les avais pris et que je n'avais pas constaté leur personnalité incompatible avec la mienne ou la stratégie de défense, de me décharger de certains dossiers en cours d'instruction. D'accord. Je vais te laisser sur 2 dernières questions. Une de mes questions, est-ce que tu t'es déjà fait menacer ou agresser en tant qu'avocat par un client, en fait, qui n'était pas content de ta prestation? Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Ça arrive. Ça arrive. Si tu veux, un certain nombre de clients, ils sont peu, eh bien, ils pensent qu'il n'y a pas un homme qui lui aussi a une capacité à répondre derrière la robe. Pas nécessairement physiquement, mais si tu veux, il y a un certain nombre de clients qui pensent que derrière la robe, il y a un homme qui est faible. Donc il suffit de leur répondre, il suffit de leur dire que ils ne tireront rien de leurs menaces et que s'ils devaient aller plus loin, déjà il y aurait des conséquences pénales, évidemment, même s'ils le font à qui que ce soit dans la rue, mais surtout simplement il faut leur montrer que il y a un homme derrière la robe. Mais ça m'est déjà arrivé malheureusement, mais très très peu, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. T'as combien d'années de carrière là? Là j'ai 3 ans de barre. Actuellement, tu vis en région parisienne. Ouais. Je vois que tu as un accent du Sud. Hein, c'est pas un accent de chez nous, tout ça. Je suis un étranger, Issa. Ah, mais pire que t'es un étranger. Je suis un immigré en Ile-de-France. Non, ouais. Termine ta question, d'ailleurs. Donc, en fait, je vais te poser la question par rapport à c'est la question du Dicool TV. La question que tout le monde, tout le monde doit et va y passer à cette question, c'est la citer en quelques mots pour toi. Alors, la citer en quelques mots. La citer en quelques mots, pour moi, c'est une pépinière de talent. C'est une pépinière de profils et de personnes qui sont très prometteuses. Parce que si tu veux, dans l'adversité et dans la difficulté, tu vas avoir malheureusement la majorité qui va être tirée vers le bas et de cette difficulté-là va naître quelques pépites. Voilà comment moi je vois la cité. Je vois la cité aussi malheureusement avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de précarité et un délaissement des pouvoirs publics à l'égard des quartiers populaires. Mais surtout, moi je suis optimiste et je vois autour de moi, honnêtement, des quartiers populaires, il y a vraiment des personnes qui font des choses aussi, qui sont capables de faire des choses absolument magnifiques que tu ne trouveras pas ailleurs. En tout cas, franchement, j'espère que tu vas continuer à défendre la veuve et l'orphelin. Et les autres, non. Je te dis quoi? J'ai pas envie de te dire nous défendre. Parce que moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je dirais pas nous défendre. Mais on sait jamais comment peut se passer dans la vie, mais ce qui peut se passer dans la vie. Mais j'espère que toi, que tu sois un exemple pour beaucoup de personnes en sachant que, comme tu nous as dit, que t'étais dissipé, t'as fait un bac STG. Tu vois, d'un bac STG, finir au barreau, franchement, bravo le chapeau, il fallait le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on espère que ça sera quelque chose qui va inspirer tous ceux qui vont nous écouter. Et voilà, bah, merci beaucoup. Et, merci à toi, Issa. Merci pour cette invitation. C'était très agréable. Bonne soirée.
où les choses se passent, Didi Cool TV.